Les chasses collectives bénéficient actuellement d'un grand intérêt auprès des chasseurs en Europe. En effet, la chasse individuelle n'est souvent plus adaptée à la réalisation des plans de chasse en raison de la forte pénétration humaine dans les milieux naturels. Une situation qui génère d'ailleurs des conséquences insoupçonnées pour la faune et la chasse. Une chasse collective bien organisée, où le gibier est mis en mouvement par des chiens et des traqueurs maîtrisant bien leur mission, peut permettre de réaliser une grande partie des prélèvements obligatoires, et ce, sans provoquer de dérangement trop important pour le gibier. Dans la mesure où ce mode de chasse requiert l'implication d'un nombre élevé de chasseurs, de traqueurs et de chiens sur un espace restreint, il est de la plus haute importance de placer la sécurité au premier rang des préoccupations. À partir du moment où les participants possèdent l'expérience et l'équipement nécessaires, rien ne s'oppose à la réussite d'une journée de chasse. La manipulation d'une arme à feu en toute sécurité semble être un b.a.-ba pour tout chasseur qui se respecte. Néanmoins, chaque chasseur doit se remettre en question régulièrement sur ce sujet. Nous avons installé ici un poste de battu car les sangliers aiment bien emprunter cette coulée. Il n'y aura pas de coup de trompe pour le début et la fin de traque, mais la chasse dure environ 2 heures et tu seras récupéré ici. J'ai marqué ces troncs afin de matérialiser ton angle de tir. Ne tire ni à gauche, ni à droite, ni derrière toi, car partout il y a des chemins. N'hésitez pas à surveiller vos collègues de chasse et leur comportement avec une arme. En cas de manipulation à risque, une simple remarque peut parfois éviter le pire. Dans le cas présent, la culasse est bien ouverte, mais le maniement d'une arme ne doit jamais devenir une routine. Que ce soit avant ou après la traque, les culasses de carabine à verrou doivent être ouvertes, les armes à bascule doivent être cassées et les armes portées avec une bretelle doivent pointer le canon vers le ciel. Regardez ce chasseur et suivez son exemple, il a un comportement irréprochable que ce soit avant ou pendant l'action de chasse. Certains territoires estiment que le port d'un bandeau de chapeau est suffisant pour assurer une bonne visibilité entre chasseurs. N'oublions pas que le fait de tirer des balles représente, qu'on le veuille ou non, un danger certain et par conséquent, le port d'un vêtement de couleur orange est à recommander sans hésitation pour améliorer le repérage des chasseurs entre eux. Les images qui vont suivre démontrent à quel point la différence est flagrante, le repérage étant d'autant plus difficile selon les conditions de luminosité rencontrées. Un vêtement orange qui recouvre une bonne partie du corps permet au chasseur d'être facilement repéré par ses voisins de poste, même à grande distance et dans de mauvaises conditions de luminosité. Il n'est pas rare d'être posté 2 ou 3 heures. Tous ceux qui ont déjà vécu ce genre de chasse savent à quel point il est difficile de se souvenir de l'endroit exact où sont postés les voisins et savent parfaitement apprécier ce que représentent les vêtements orange à ce moment précis. Certains chasseurs prétendent que l'inconvénient des vêtements orange est d'être repérables par le gibier qui approche de la ligne. Sur ces images qui reproduisent la vision des ongulés, on voit parfaitement qu'il n'en est rien. En fait, la vision des ongulés est totalement différente de la nôtre. Finalement, c'est la veste classique de couleur vert chasse qui s'avère être le véritable corps étranger dans le paysage de l'animal. Les vêtements de couleur brunâtre sont à privilégier au traditionnel vert chasse de nos grands-pères. La couleur de cette veste blazer argali nous en donne un parfait exemple. Dans tous les cas, en battu, il faut toujours bien se repérer entre postés, c'est une règle incontournable de sécurité. À l'approche du gibier, le chasseur doit éviter tout mouvement brusque. En effet, les animaux repèrent très facilement le moindre mouvement, mais aussi les contrastes de clarté. C'est pourquoi, dans la mesure où le chasseur ne se déplace pas dans une végétation trop épaisse, le port d'un chapeau à bord large est à privilégier.
Il permet d'assombrir le visage et d'être ainsi moins vite localisé par le gibier. Voyons un peu les différences entre un chapeau et une casquette camouflée. Certaines zones du visage sont considérablement assombries. Chasser sans porter de couvre-chef est sans aucun doute une excellente alternative pour ceux qui cherchent à préserver leur coiffure, mais certainement pas pour ceux qui recherchent le succès face au gibier. Certains chasseurs très expérimentés complètent leur tenue par une paire de gants, même en plein été, car cet accessoire permet justement de bien assombrir le dessus des mains. En cas de neige ou de pluie, le port d'un chapeau est particulièrement recommandé car même après des heures passées sous les précipitations, un feutre de bonne qualité ne laisse rien passer. Les bords du chapeau protègent quant à eux la nuque et même, comme vous pouvez le constater, une partie de la poitrine. La jumelle reste bien protégée de l'eau et les lunettes aussi, deux conditions fondamentales pour permettre aux chasseurs d'identifier le gibier et de tirer dans de bonnes conditions. Contrairement au port d'une capuche, le chapeau a l'avantage de permettre au chasseur d'entendre le moindre bruit du gibier qui s'approche. Il aura ainsi plus de temps pour se préparer au tir, un élément capital pour bien placer sa balle, à condition d'en arriver là. La bouche du canon est une des parties les plus sensibles de l'arme et il est surprenant de voir à quel point certains chasseurs n'en tiennent pas compte. Chacun sait quelles sont les conséquences de la présence d'un corps étranger de grande taille dans le canon, mais la présence de petites saletés, voire de gouttes d'eau, peut aussi provoquer une déformation du canon. Celle-ci est bien entendu très difficile à percevoir, mais la précision du tir s'en ressent indéniablement. En fait, le chasseur devrait toujours avoir à l'esprit qu'en action de chasse, il existe des dizaines de situations durant lesquelles un corps étranger peut s'infiltrer dans le canon. Pour éviter ce risque, le plus simple est de coller une protection sur la bouche du canon. N'importe quel film adhésif peut remplir cette fonction, que ce soit du scotch ou un adhésif isolant, et pour ne jamais tomber en panne, il est recommandé d'en coller quelques bouts sur la crosse. Contrairement aux protections vendues dans le commerce, dans lesquelles vous risquez toujours de voir s'accumuler de l'eau et de la poussière, l'adhésif est non seulement totalement étanche, mais n'a pas besoin d'être enlevé avant le tir. La colonne d'air pressurisée qui se forme dans le canon au moment du tir fait éclater l'adhésif bien avant que la balle n'arrive à la bouche du canon. Le projectile n'entre donc jamais en contact avec l'adhésif et la précision du tir reste intacte. Tous les territoires ne sont pas équipés de postes de battue surélevés où il est possible de s'asseoir. De plus, en règle générale, le nombre de tracks est limité, ce qui oblige le chasseur à passer de longues heures au poste. En l'absence de siège, ce genre de situation se transforme vite en véritable torture. Dans un tel cas de figure, les mouvements intempestifs sont très difficiles à éviter. Le siège de battue, quel que soit son style, doit donc faire partie intégrante de l'équipement du chasseur. Malheureusement, la plupart d'entre eux présentent un inconvénient majeur, l'absence de stabilité et une position assise trop basse, rendant toute tentative de tir quelque peu hasardeuse. Le chasseur doit s'extirper de son siège alors que le gibier est devant lui. Si tant est qu'il est encore possible de placer une balle sur un animal fuyant à pleine vitesse, les résultats du tir sont le plus souvent très insatisfaisants dans ce genre de cas. Les tripodes dont l'assise est à la hauteur des fessiers sont sans aucun doute la meilleure alternative. Le tireur se trouve toujours en bonne position de tir et le fait de se mettre debout ne l'oblige pas à faire de grands mouvements.
Dans certains cas, le tripode peut aussi servir d'appui pour un tir à grande distance, mais bien entendu, il faut toujours s'assurer que la balle soit parfaitement fichante. Évidemment, la canne de tir est l'accessoire à privilégier pour tirer loin, mais combinée au siège tripode, elle permet au chasseur de réunir toutes les conditions pour un tir précis. Les bretelles sont vraiment incontournables pour le transport des carabines et pas seulement pour grimper sur un poste d'affût. L'idéal est toutefois de choisir un modèle très facile à retirer, car en l'absence de bretelles, la visée à bras francs est nettement plus facile. Suivre un gibier en mouvement ou tout simplement viser un point fixe n'est pas évident si la main ne coince pas la bretelle entre la paume et l'avant de l'arme. Les scènes qui suivent vous permettent de voir le bon comportement du chasseur après le tir. L'arme est immédiatement rechargée sans quitter l'épaule, le gibier reste en visée au travers de la lunette et finalement, la sécurité est enclenchée dès que l'arme quitte l'épaule du chasseur. Bien entendu, le canon reste toujours orienté vers l'animal. En battu, le gibier peut se présenter de différentes façons aux chasseurs. Les animaux peuvent passer très vite ou très doucement à courte distance, mais aussi au trot à distance moyenne ou encore s'arrêter à plus de 100 mètres. C'est alors que le système de visée va jouer un rôle prépondérant pour tous ceux qui cherchent à éviter les balles perdues et les animaux blessés. Les lunettes à fort grossissement fixe ne sont adaptées que pour le tir sur des animaux immobiles à grande distance. Si le gibier se rapproche, elles ne permettent plus de suivre l'animal, ceci étant particulièrement vrai quand l'animal est en fuite. La meilleure solution est une lunette à grossissement variable. Bien entendu, la perfection n'est pas de ce monde. Même en grossissement minimum, le champ de vision ne permet pas toujours de tirer vite et bien à très courte distance. Dans une telle situation, il ne faut pas hésiter à démonter la lunette et à tirer en visée ouverte, voire avec un point rouge. Lorsque vous tirez avec un système à point rouge comme ici le Z-Point de Zeiss, veillez à garder les deux yeux ouverts. C'est la seule façon d'avoir le maximum de champ de vision et de profiter pleinement des avantages de ce système de visée. Avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, il est indéniable que les viseurs à point rouge sont nettement supérieurs à la visée ouverte. Pour la chasse en battu, les viseurs à point rouge sont sans aucun doute le parfait complément d'une lunette à grossissement variable. Les viseurs à point rouge ont bien entendu aussi leurs limites, particulièrement lorsque le gibier est éloigné du chasseur ou que les animaux se déplacent dans une végétation épaisse où le grossissement d'une lunette variable permettrait de faire la différence. L'idéal est de s'orienter vers une lunette de battu compacte, offrant un grossissement variable de 1,1 à 4. La lunette Zeiss VariPoint à réticule lumineux répond à ces critères et représente un excellent produit pour l'abattu. En grossissement minimum, elle offre les avantages d'un viseur à point rouge pour les tirs rapprochés, tandis qu'en grossissement 4, elle permet d'augmenter considérablement l'efficacité de tir à plus grande distance.
La visée ouverte doit être réservée aux situations où la proximité avec le gibier est vraiment extrême. Pour le chasseur qui s'est entraîné à ce genre de situation, le résultat est alors garanti. Le tir à la carabine sur du grand gibier en mouvement requiert un certain savoir-faire. À l'affût et à l'approche, le chasseur dispose en règle générale d'un certain délai pour bien identifier le gibier et placer sa balle, deux actions pour lesquelles il ne dispose que de quelques secondes en battu. Manipulation de l'arme en toute sécurité, bonne connaissance du gibier, deux critères qui permettent de faire vite partie des chasseurs que l'on aime côtoyer en battu. Les chasseurs, quel que soit leur âge, se doivent d'investir un maximum de temps à l'entraînement au tir. Il s'agit de la seule façon de diminuer au maximum les mauvaises balles. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas, mais le vrai respect du gibier consiste à mettre toutes les chances de son côté pour ne pas le blesser. Bien entendu, en cas de doute, la meilleure chose sera toujours de s'abstenir. Le bon point de visée sur du gibier en mouvement est un sujet qui provoque toujours de vives discussions entre chasseurs, chacun ayant un avis différent. Certes, le swing diffère d'un chasseur à l'autre et influence le point de visée, mais les éléments essentiels sont l'aptitude à évaluer la vitesse du gibier, sa distance et l'angle de tir. Blazer a demandé à plusieurs chasseurs expérimentés de bien vouloir se prêter à quelques séances de tir pour lesquelles toutes les conditions étaient identiques. Nous allons vous présenter les résultats de cette expérience, sachant que la vitesse de déplacement de la cible a été définie avec les chasseurs.
Chaque chasseur devrait se fixer des règles bien strictes quant à la distance de tir sur du gibier en mouvement. Dans tous les cas, un tir au-delà de 50 mètres est inacceptable. Certes, le calibre et la vitesse de la balle ont une légère influence sur le point de visée, mais dans la pratique, ce sont l'angle de tir, la distance du gibier et sa vitesse de déplacement qui font réellement la différence. Ces nombreux facteurs sont très difficiles à évaluer précisément en quelques secondes. L'instinct et l'expérience du chasseur feront donc toujours la différence quand il s'agit de placer une balle vite et bien. Dans ce genre de cas, celui qui compte sur la chance ferait mieux de s'abstenir. Si vous utilisez des balles fusil, il vous faudra respecter des mesures de sécurité complémentaires aux balles pour carabine. L'utilisation de ces munitions requiert la plus grande prudence, ceci étant particulièrement vrai pour les armes mixtes chargées avec les deux types de munitions. De par votre comportement responsable, vous contribuerez à ne pas reproduire ce genre de scène. Zeben Ariès, conducteur de chiens de sang très réputé, a déjà rencontré des situations rocambolesques. Voyons un peu ce qu'il nous raconte. Les recherches sont souvent le fruit de la malchance, mais malheureusement aussi la conséquence du comportement irresponsable de certains chasseurs. La battue met les nerfs des chasseurs à rude épreuve et provoque des tirs trop rapides, voire tout simplement dangereux. C'est lorsque les chiens amènent le gibier trop vite à travers la ligne de postée que le risque de blessure est au maximum. Les chasseurs qui prétendent que ne pas tirer c'est aussi manquer sont parfaitement irrespectueux du gibier et ont un comportement contraire à l'éthique de la chasse. Il serait préférable de dire que ne pas tirer est un signe de respect et de maturité. Bien souvent, en battue, il arrive de pouvoir tirer les petits carnivores comme le renard. Il est évident que le bon réglage de l'arme doit être vérifié avant la battue, ceci n'étant pas obligatoirement le fait de votre armurier. Chaque chasseur est aujourd'hui en mesure de vérifier et de régler une lunette moderne montée sur une carabine à verrou ou semi-automatique. Pour ce faire, la carabine est posée sur un support prévu à cet effet, où l'arme est maintenue au niveau de la crosse et de l'avant afin que le croisillon soit au milieu de la cible. L'avantage de ce support est de ne nécessiter aucune pression extérieure pour placer le croisillon, seule une pression du doigt sera nécessaire pour libérer la balle. Il est bon de préciser que ce cas de figure est valable même en action de chasse, où la meilleure garantie de précision est une position de tir détendue. Avant de toucher au réglage du réticule, il faut tirer au moins 3 balles. Le point qui se trouve au milieu du groupement sera le point de référence pour les corrections du réticule. En aucun cas, le tir d'une seule balle est suffisant pour vérifier une lunette. Sur les lunettes modernes, le réglage du réticule est un jeu d'enfant. La tourelle supérieure permet de régler la hauteur, tandis que la tourelle latérale permet de corriger le tir sur les côtés. Si le tir est trop bas, tournez la molette supérieure dans la direction indiquée par la flèche vers H. Si le tir est trop à gauche, tournez la molette latérale dans la direction indiquée par la flèche vers R. Dans les cas contraires, les rotations sont bien entendu inversées. En principe, chaque clic correspond à une dérivation d'1 cm à 100 mètres. L'avantage ultime de régler sa propre lunette se traduit par la confiance absolue que l'on peut avoir en son arme, autrement dit, par l'excellence des tirs réalisés à la chasse. Tout chasseur voit son rythme cardiaque augmenter lorsqu'il est confronté à ce genre de situation. L'attente au poste a bien souvent été très longue, quand soudain survient le gibier tant attendu. Il s'agit maintenant de garder son sang-froid jusqu'au moment où l'animal choisi sera bien dégagé par rapport à ses congénères, afin de ne pas blesser un autre animal avec la balle ou des éclats de balle. Ces images sont le fruit du hasard, mais elles démontrent à quel point les éclats de balle représentent un risque non négligeable. Le comportement du chasseur est irréprochable, car il a bien attendu que la jeune denne soit dégagée par rapport à l'autre denne avant de tirer. Pourtant, la femelle adulte a bel et bien été touchée par des éclats, et ce n'est que grâce à la présence de la caméra qu'une recherche au sang a été engagée et a permis de retrouver l'animal blessé.
Depuis son poste, le chasseur ne pouvait en aucun cas se rendre compte de ce qui s'était passé. Face au danger, les grands cervidés, daims et cercicas ont pour habitude de se regrouper en hardes. Le risque de blesser par éclat de balle est très élevé dans ce genre de situation. Nous avons entrepris une série de tests afin de mettre en évidence le risque réel que représentent les éclats de balles. 2 sangliers victimes d'une collision routière ont servi de cible. Derrière eux, à 10 mètres, une grande bâche blanche doit permettre de localiser l'impact de la balle, mais aussi d'éventuels éclats. Cette expérience a été menée avec des balles de différents types, en calibre 8,57 et 300 Winchester Magnum. Les balles utilisées étaient des balles de type Tile Mantle, mais aussi des balles plus récentes à double noyau et des balles sans plomb. Que ce soit en calibre 8,57 comme en calibre 300 Winchester Magnum, les balles de type Tile Mantle présentaient le plus grand risque d'éclatement. Pour les 2 autres types de balles, le risque était certes nettement moins élevé, mais la possibilité de voir un deuxième animal touché par des éclats n'est pas à sous-estimer. Que ce soit en battue ou en chasse individuelle, il arrive souvent d'avoir de la végétation entre le chasseur et le gibier. Dans ce genre de situation, c'est au chasseur d'appréhender la possibilité ou non de lâcher sa balle. En cas de doute, le plus sage est de s'abstenir. Nous avons simulé ce genre de situation où la balle risque de ricocher sur un obstacle. Cette fois-ci, nous avons utilisé des balles de chasse Blaser CDP en différents calibres de 6,557R jusqu'au 9,374R pour tirer sur des cibles à 100 mètres. Sur plus de la moitié des 100 mètres, la trajectoire était encombrée par des herbes hautes, à tel point que le tireur était obligé de modifier sa visée pour arriver à toucher la cible.
Ces images montrent que les balles étaient finalement très peu déviées, ceci étant vrai pour la grande majorité des balles tirées ce jour-là. Néanmoins, le diamètre des impacts constatés sur la cible démontre bien que les balles étaient déjà partiellement déformées par le passage à travers les herbes. Bien que ces résultats soient théoriquement acceptables en tant que tels, on ne peut pas recommander de reproduire ce genre de tir en action de chasse pour la bonne et simple raison que tous les tirs n'étaient pas bons et qu'il est impossible de prendre le risque de blesser un animal. Dans tous les cas, si un animal ne s'effondre pas sur le coup de feu, il faut toujours contrôler sa balle et faire appel de préférence à un conducteur de chien de sang. Ceci étant vrai, même si vous constatez que votre balle a touché une brindille ou une branche. Les expériences suivantes permettent de le démontrer. Nous avons tiré sur des branches de taille différentes, placées 10 mètres devant la cible. La plupart des balles ont touché la cible sur une surface correspondant à la zone vitale d'un chevreuil, parfois d'ailleurs à de multiples endroits. Avoir touché une branche ne représente donc en aucun cas l'assurance d'avoir manqué le gibier. Même en l'absence d'indices, le contrôle de chaque tir par un chien de sang est vivement recommandé. Les armes mixtes modernes offrent la possibilité d'un réglage optimal des canons. Les tirs, qu'ils concernent la balle ou les grenailles, sont donc en principe très précis grâce à l'utilisation d'une lunette de visée. Nous avons fait l'essai avec un Drilling D99, dont les résultats se passent de commentaires.
Dans ce type de canon lisse, les balles offrent un groupement exemplaire. C'est une des raisons qui pousse les propriétaires d'armes mixtes à utiliser ce genre de munitions en battu. Le mythe selon lequel les balles-fusils pénètrent sans problème une végétation épaisse est bien vivant. Nous avons voulu en avoir le cœur net. Au même titre que pour les carabines, nous avons réitéré l'expérience des branches placées à 10 mètres devant la cible. Comme vous pouvez le constater, les points d'impact sont nettement moins groupés qu'avec les armes rayées. Bien souvent, une bête rousse aurait été manquée, voire blessée par ces balles. Dans certains cas, les balles se sont tout simplement disloquées en plusieurs morceaux, ce qui peut être vérifié sur la cible. Bien entendu, nous nous sommes assurés que chaque impact est bien le fait d'une balle ou d'un éclat de balle et non de débris végétaux. Les ricochets sur de gros troncs sont les plus dangereux, ce type de ricochet étant très commun lors de tirs sur des sangliers en fuite. Dans ce cas, un angle de 90 degrés est tout à fait possible, avec tout ce que cela représente comme danger pour les traqueurs et les autres postés. Bien entendu, c'est à chaque chasseur de décider s'il peut utiliser les balles-fusils en chasse collective. Par contre, une fois arrivé à son poste de battu, c'est au chasseur de prendre toutes les précautions afin de ne pas mettre ses collègues en danger et, le cas échéant, ne pas utiliser des munitions inappropriées. Les utilisateurs d'armes rayées ne sont pas dispensés de tout faire pour éviter un accident. Les séquences de ce film ont été tournées sur une zone de plusieurs kilomètres carrés où l'accès est interdit à toute personne non autorisée. Inutile de préciser que ce genre de circonstance est impossible en action de chasse et que par conséquent, tous les tirs doivent être absolument fichants à courte distance. Les sols durs et les rochers présentent un risque particulier de ricochet où la plus grande attention est demandée aux chasseurs. Les balles qui ricochent et les éclats présentent un risque mortel à très grande distance, comme l'ont déjà malheureusement démontré de nombreux accidents. Avant chaque tir, il faut absolument s'assurer d'avoir réuni toutes les conditions de sécurité.
Le risque de ricochet ne doit jamais être sous-estimé. Les images qui vont suivre vous le démontrent une fois encore. Il arrive que certains territoires soient équipés de postes de battus surélevés. Nous avons délibérément tiré en direction du chemin recouvert de gravats avec des balles traçantes. Ces tirs sont effectués depuis le sol. Le risque de ricochet saute aux yeux. La manipulation d'une arme à feu nécessite la plus grande prudence de la part de son utilisateur. Ceci est particulièrement vrai en action de chasse. Les carabines et les armes mixtes équipées d'une sécurité manuelle offrent la meilleure garantie en la matière. Aussi longtemps que les percuteurs ne sont pas en tension, le déclenchement du tir est impossible. Sur les systèmes de sécurité conventionnels, ces percuteurs sont en permanence sous tension. Malgré le blocage mécanique de la queue de détente ou d'une autre partie du mécanisme, le départ de la balle n'est pas impossible en cas de forte secousse par exemple. De plus, un mauvais entretien, la présence de saleté ou une simple défaillance technique suffisent à rendre inopérants les systèmes de sécurité classiques. Une arme chargée mérite donc au moins autant de méfiance qu'un piège à mâchoire tendue. Malgré de nombreuses sécurités, ce type de piège est manipulé avec la plus grande attention, alors que les conséquences d'une maladresse seraient globalement moins graves que celles d'une arme à feu. Le chasseur qui manipule son arme chargée sans précaution ne doit pas s'étonner des conséquences de son comportement. Évidemment, tout risque d'accident ne peut jamais être écarté à 100%, malgré une manipulation irréprochable. Ainsi, lorsque le chasseur se trouve sur un poste d'affût ou de battu, il est très difficile de bien poser son arme en toute sécurité. Chaque armurier connaît de nombreux cas où l'arme lui a été rapportée avec la crosse brisée suite à une chute depuis une échelle d'affût.